Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, célébrons ensemble, à quelques jours près, les 40 ans d'un film assez révolutionnaire sur le plan technique, sorti en 1982, Tron, réalisé par Steven Lisberger, qui s'est également occupé avec d'autres gens des effets visuels, et au casting dans le rôle principal, nous avons un jeune Jeff Bridges, à ses côtés dans la peau du méchant, comme souvent dans sa carrière, le regretté David Warner. Il y a également Bruce Boxleitner, Cindy Morgan ou encore l'expérimenté Bernard Hughes, réunis dans un brûlot de science-fiction assez original pour l'époque, dans l'univers informatique et du jeu vidéo, racontant l'histoire d'un programmateur nommé Kevin Flynn, qui a été dégagé de l'entreprise pour laquelle il travaillait, et il va rentrer en croisade contre le chef de celle-ci, un certain Ed Dellinger, qui s'est approprié ses créations, donc il tente de pirater à distance, et il va recevoir l'aide de deux de ses amis, anciens équipiers au travail, qui eux, y sont encore dans l'entreprise, et qui vont lui permettre de pénétrer les lieux pour avoir accès à l'ordinateur central, le fameux maître contrôle principal en version française, MCP, et avec qui justement Flynn va dialoguer à un moment, parce que cet ordinateur est devenu une intelligence artificielle très développée à la base, un simple programme d'échecs, qui a pris possession des lieux un petit peu. Vous voyez le côté avant-gardiste du film? Oui, vous le voyez. Et à un moment, donc, Flynn va se retrouver transporté, comme ça, dans les circuits électroniques. Il va devoir affronter les programmes ou s'associer avec d'autres pour pouvoir tout simplement se battre contre ce dieu interne, ou plutôt ce leader extrême de, voilà, du monde électronique. C'est un petit peu tout ceci aussi, hein. C'est un film qui parle un petit peu du fascisme, de l'extrémisme, du totalitarisme, mais aussi de la croyance et de la religion, mine de rien. Et le tout produit par Disney, qui à l'époque voulait un petit peu changer de perspective, relancer l'entreprise, et qui a donné de l'argent pour la création de ce projet, qui forcément a coûté une blinde pour l'époque, car c'est l'un des premiers films assistés très largement par ordinateur. Et à l'époque, l'ordinateur, bah, c'était pas dans tous les foyers, et ça coûtait très très cher, avec peu de mémoire de stockage. Tant et si bien que les créateurs, là, derrière leur petit clavier, il n'y avait pas de souris, enfin, la souris existait, mais ils ne l'utilisaient pas, n'ont même pas vu le rendu visuel final avant de voir le film. Ce qui a peut-être pu donner quelques interprétations visuelles dommageables à la sortie de celui-ci, et pourtant, je vais en parler ici, parce que j'ai une relation particulière avec ce Tron que j'avais découvert il y a plusieurs années dans une qualité visuelle assez discutable, d'autant plus que les choses déjà avaient mal vieilli pour nous, hein. Maintenant on est baigné dans un monde électronique, encore plus maintenant qu'à l'époque de ma découverte, et bah, j'avais apprécié l'idée dans le sens, sur le plan technologique c'est extraordinaire, mais bon, je m'étais promis de me le refaire sur ces 40 ans-là, puis en plus récemment est sorti un certain Avatar 2, autre révolution sur le plan technique du cinéma. D'ailleurs, point commun avec Avatar, parce que ici, nos personnages principaux humains ont tous leur avatar dans le circuit électronique aussi. Et donc, j'avais envie de faire une relecture avant de découvrir peut-être, probablement même dans quelques semaines, Tron Legacy, sa suite. Parce qu'on m'en avait dit du bien, notamment quand Top Gun Maverick est sorti plus tôt cette année, puisque c'est le même réal. Et donc, ce revisionnage a été intéressant. Je ne vais pas cacher que certaines choses ont un peu mal vieilli, mais il faut replacer dans un contexte, 40 ans quand même. Et encore, il y a un beau travail, je trouve, de rétroéclairage sur les personnages. C'est sûr que ça fait un peu bizarre par moment, mais c'était aussi l'idée derrière pour faire des économies, mais aussi permettre des différentes couleurs et tout. Et on est quand même dans un univers ordinateur électronique qui fait que même si ça apparaît un peu en mode surimpression bizarre par moment, c'est logique dans ce qui nous est montré, puisqu'on est dans un monde virtuel, qui n'est pas si virtuel que ça, d'ailleurs, surtout pour le personnage principal qui est télétransporté. Et il se passe beaucoup de choses, et il y a une finalité, etc. Alors, le souci du film, c'est que je pense, et c'est normal, il a été bouffé par l'ambition de savoir-faire et technologique, parce que ils y ont mis l'accent à mort dessus, tant c'est si bien que l'histoire et le scénario... En fait, c'est pas que c'est mal écrit, c'est pas le problème en soi. C'est pas que c'est simpliste ou assez prévisible, pourquoi pas. On fait des très grands films avec des scénarios simples, hein. Je parlais d'Avatar 2 il y a pas longtemps. Bon, je sais qu'il a un peu divisé, mais il est sorti il y a quelques jours, donc on peut faire toujours des parallèles.
Là, c'est plutôt sur le développement. On nous a émis des belles idées, je le disais donc tantôt, l'histoire de, euh, on va dire, le programme face à son créateur, son utilisateur, user en VO. Hein. Ok, donc quelque part, on a des petits bonhommes qui sont les programmes, mais qui sont comme ça dans le monde électronique, qui vont parler de leur dieu, et même un donc qui va rencontrer un vrai programmeur qui est dans les circuits, et ça rend les choses intéressantes. Et donc l'idée aussi du libre arbitre, parce qu'ils sont tous dominés par cette voix du maître contrôle principal, et le programme qui le représente, Sark, joué aussi par David Warner, qui joue le patron, donc vous voyez ici les correspondances. Oui, il y a cette idée-là aussi de se révolter contre le système, et en même temps en croyant à une force supérieure. C'est un peu dichotomique là-dessus. C'est que oui, si tu veux renverser un dictateur interne, il faut quand même croire en celui qui t'a créé. Oui, bon, pourquoi pas. C'est intéressant. Donc discours sur la religion et la liberté, j'allais dire de l'homme. Non, ici du programme, mais qui est humanisé sur nos écrans. Et avec toutes ces promesses-là, bah, ça reste assez en surface. Et tu te dis que ça dure 1h30. Ça a été un peu aseptisé peut-être par Disney parce qu'ils voulaient que le grand public s'intéresse à cet univers-là. Je ne sais pas, ou tout simplement parce que c'était déjà assez coûteux comme cela d'en faire 1h30. Et que même si le film aurait peut-être mérité 2 heures avec un peu plus on peut creuser certaines choses, ça aurait coûté encore plus cher. Donc je peux comprendre qu'il soit allé à l'essentiel tout en faisant de ce trône un objet filmique expérimental avant tout, et peut-être par défaut en simplifier ici l'intrigue et surtout les tenants et les aboutissants. Mais bon, pourquoi pas. Après, il y a un autre petit souci aussi, c'est que niveau acting, on sent quand même que là, ils sont tous plus ou moins sous-utilisés. Jeff Bridges, encore ça va. Notamment dans le monde réel, quand on le voit là, en arcade un petit peu, là, en train de jouer à ses propres jeux et d'être bon forcément. Puis Jeff Bridges, il vole la vedette aux autres. Ce qui est intéressant parce que le film s'intitule Tron, et c'est censé être le nom du programme du personnage de Bruce Boxleitner, qui est mis complètement à l'écart. Peut-être qu'à la base c'était écrit de sorte que ce soit lui qui soit dedans, puis ils ont pris Jeff Bridges, et Jeff Bridges c'est Jeff Bridges, quoi. On voit le talent. David Warner, tu le vois sur certaines joutes verbales, notamment avec le gardien, le docteur Walter, qui a aussi un moment son petit passage dans le circuit électronique, justement, il joue un peu le passeur, là. Voilà, confrontation des idées, 2 générations déjà, mais ça va trop vite, ça va trop vite. Moi j'aurais aimé un peu plus de... Pas de réflexion, parce qu'on nous initie celle-ci, et c'est à nous après de faire le boulot derrière, donc c'est assez riche et foisonnant quand même, sur la base de ce film. Mais après, voilà, après on va direct au truc, et il y a des moments intéressants, comme quand ils vont s'abreuver à la source d'énergie qui est en fait de l'eau, t'as envie de goûter le liquide, hein, tellement ça les revigore. Mais il y a des petits trucs comme ça, où évidemment les moments de sacrifice aussi, les jeux, puisque à un moment, forcément, le clou, parce que c'est ça, hein, l'aspect programmatique de Kevin Flynn, qu'est Kevin Flynn lui-même, doit passer des épreuves parce que Sark, sur les ordres du MCP, ça aurait été drôle, tiens, ça peut être marrant, du MCP, il faut l'exterminer, le dégager comme un virus, et va donc jouer à une sorte de pelote basque électronique, et puis bien sûr la course de moto, là, extraordinaire, hein, on dirait de l'animation en fait, par ordinateur, c'est clairement ça, des trucs qui vont inspirer d'autres choses par la suite, et qui ont, à mon avis, fasciné les Daft Punk, qui feront la BO, entre autres, hein, de Tron Legacy après. Voilà, mais disons-le, ce film mérite d'être mis en avant et revu, dans un contexte particulier, parce que sans celui-ci, est-ce qu'on aurait eu des Terminator, par exemple? Alors, oui, parce que c'est autrement, mais il y a quand même l'intelligence artificielle, donc c'est un prémisse. Ou encore un Matrix, parce que Matrix, quand même, là-dessus, ouais, je pense que les sœurs Wachowski ont beaucoup aimé Tron, même si ça va là aussi ailleurs. On peut faire énormément de parallèles. Donc c'est un film matrice du cinéma expérimental et technique qui, vaut le coup d'œil, je le dis. Hein, maintenant, à vous de voir si vous appréciez ou non. Et puis si vous avez aimé ou pas, en ayant déjà vu le film, on en parle ensemble dans les commentaires, bien évidemment. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.